Bonjour Mariama. Bonjour. Merci d'être venue. Tu as un beau sourire. Depuis tout à l'heure, tu ne souris pas. Donc, je n'avais même pas vu ton sourire. C'est parce que vous êtes magnifique. Ah, c'est gentil. Ah, enfin, qu'il me fait un compliment. Là, tous les efforts que je fais, la personne ne me dit jamais rien. Non, vous êtes très belle comme femme. C'est gentil. Merci d'avoir accepté de venir nous partager ton histoire. Bon, on plaisante toujours un peu comme ça, alors que ce que tu nous racontes est très lourd. Je préfère pas en dire plus. Je te laisse me raconter ce qui t'amène ici ce soir. C'est vrai que mon histoire, il y a beaucoup de personnes qui le vivent aujourd'hui. Donc, j'ai été très honorée déjà par rapport à votre invitation parce que je sais que ce qui m'est arrivé pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre demain. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais vaut mieux en parler pour pouvoir sauver quelqu'un que de se taire et continuer, que ce massacre continue, quoi. Bien parce sûr. que forcer un enfant, parce que j'appelle ça enfant puisque tu n'es pas encore à l'âge majeur de 21 ans, à se marier, ça c'est... Moi je peux appeler ça des abus sexuels ou du viol ou même vendre son enfant. Parce que moi j'étais très jeune, mes parents m'ont forcé à me marier sans mon consentement, sans mon avis. Tu avais quel âge quand tu t'es mariée? J'avais presque 14 ans. Donc 13 ans et demi, presque 14 ans. J'étais très jeune. Ok. Avant d'en arriver là, pour que je comprenne bien, comment c'était à la maison quand tu étais enfant, toute petite? Ah non, c'était magnifique, hein. Mon père m'adorait, il me gardait des yaourts, j'allais à l'école. Avec mes frères et sœurs, franchement, c'était l'ambiance conviviale comme tous les enfants. Je m'amusais vraiment très bien, tout allait très bien. D'accord. Tout allait vraiment très bien. À quel moment alors ça bascule? Un jour, je rentre de l'école, j'étais en train de faire mes devoirs. Mon père m'appelle, il me dit « Mariama, viens saluer le monsieur ici. Bon, moi, je laisse ce que j'étais en train de faire, je viens saluer mon tonton. Parce que pour moi, je me disais c'était mon tonton, l'ami de mon père. Tu le connaissais déjà? Non, je l'avais jamais vu. Ok. Déjà, je l'avais jamais vu. C'était juste la première fois que je le voyais. Donc, tu viens saluer? Oui, mon père m'a demandé de venir saluer un étranger à la maison comme d'habitude. Et il me lance le mot « C'est ton mari, hein ?» C'est comme si j'avais pas compris ce qu'il disait. Il me dit « Il faut bien le saluer, c'est ton mari. » Du coup, je me retourne vers maman parce que maman était à la cuisine, elle était en train de faire à manger. Je dis, maman, je comprends pas. J'ai suivi une conversation avec papa tout à l'heure. Il me dit, le monsieur qui est là, c'est mon mari, je comprends pas, ça veut dire quoi? Elle me dit, mais c'est ton mari. Sache donc qu'il est venu pour t'épouser, pour demander ta main à ton père et tout est déjà fait. On a déjà accepté en fait. Donc là, il venait juste vérifier que tu as déjà grandi parce qu'apparemment, ils ont eu ce consensus bien avant. Et ils attendaient juste que je grandisse un peu, que je puisse avoir même l'âge d'avoir mes premières règles ou que mes seins puissent sortir pour venir me récupérer. Donc ils t'ont marié bien avant tes 13 ans là, hein? Non, ils ont eu un arrangement à l'amiable, je crois, bien avant. Parce que quand le monsieur vient, il sait déjà qui je suis. Il ne vient pas me regarder, il vient finaliser, prendre les dernières choses à faire pour la manifestation de son mariage avec sa femme. Ok. Donc ta mère te dit ça comme ça, de but en blanc comme ça. Quand je lui dis, maman, je suis pas prête, j'ai envie d'étudier, elle me répond de toutes les façons. Ça va aller. Elle me répond juste, de toutes les façons, tu es une femme, tu es faite pour te marier et tu dois te marier. De façon crue, moi ça m'a blessée parce que j'étais très proche de ma maman, on partageait beaucoup de choses et je m'attendais pas à ce qu'elle me... En fait, je m'attendais pas à ça. Donc du coup, ça m'a frustrée et je suis rentrée dans ma chambre vraiment très abattue. Très abattue, voilà. Donc, j'ai fait presque 2 jours sans manger à la maison, ça parle à personne parce que c'est tombé même très bien parce que c'était un vendredi, donc le week-end venait, on n'allait pas à l'école. Et j'étais vraiment choquée. Je m'attendais même à ce qu'il change d'avis, mais non. Mais à ce moment-là, vraiment, tu comprends vraiment que tu vas te marier?
Je suis un enfant, je comprends pas. J'étais juste choquée parce que c'est vrai que j'entends ces histoires, je vois tout le temps, mais je savais pas que ça pouvait m'arriver aussi. Quand c'est les histoires des autres, c'est facile à écouter, mais quand ça t'arrive, c'est où tu comprends que... Voilà, moi, tout ce que je savais, c'est que j'étais pas prête. Et après, c'est vrai que la famille venait me voir, mes tantes, mes cousines, mes amis, venaient me parler et tout ça. Elle te disait quoi? Ils me disaient, une femme est prête, doit se marier, il faut accepter, le parent ne peut pas faire ça pour rien. Déjà que le monsieur a les moyens pour prendre soin de toi. On ne veut pas que demain... Il était riche. Oui, il avait ses moyens. Ah, okay. Il avait ses moyens. Je pense même que c'est même pour ça que mon papa l'avait sollicité pour moi, en fait. Parce qu'il savait que ce monsieur pouvait facilement prendre soin de moi, quoi. Voilà. Donc, il y avait quand même divergence parce que mes amis me disaient n'accepte pas, tu es trop jeune, faut fuguer et tout. Mais un enfant qui ne veut pas avoir une mauvaise réputation face à ses parents, qui est toujours docile, obéissante, je suis obligée, voilà, de décevoir. Voilà, je veux pas décevoir, donc je suis obligée d'adhérer à ce que mes parents disent, quoi. Voilà. Donc finalement, en fait, tu te laisses convaincre ou bien... J'ai pas le choix de toutes les façons puisque je suis un enfant docile. Donc on me fait un lavage de cerveau pour me dire que la femme normalement c'est pas l'école, c'est pas les études, c'est le mariage, c'est le ménage, c'est la cuisine parce que depuis ce jour-là on m'a appris vraiment à faire la cuisine et tout parce qu'on me dit quand tu iras chez ton mari, il faut que tu saches comment cuisiner, tu saches comment prendre soin d'une maison, comment te comporter. Donc on te prépare à entrer dans le foyer, quoi. Voilà. Donc, on me fait un lavage de cerveau, me dire, tu vas bientôt quitter du cap de enfant à femme. Donc, on me prépare justement à entrer dans mon foyer. D'accord. Finalement, donc là, on prépare la cérémonie, si je comprends. Oui, quelques temps après, je vois sûrement les préparatifs et tout. C'est vrai que je me suis laissée convaincre. Je ne vais pas cacher parce que pour un enfant, tout le monde aime bien les fêtes. Il y a les manifestations, il y a des robes, surtout les robes. On m'a ramené plein de robes à essayer puisque pendant mon mariage, j'ai porté 4 robes différentes. Il y avait des bijoux, tout était vraiment magnifique. Donc j'étais vraiment dans l'ambiance festive. Non, j'imagine un peu une effervescence comme ça, tes tantes, et puis tout le monde est joyeux. Et joyeux. En plus, j'avais les paillettes aux yeux parce que mon mari, franchement, il était, en fait, il avait vraiment mis le paquet pour cela, quoi. Donc, on dirait que j'étais son rayon de soleil. J'avais des cadeaux, tout ce que je voulais, même ce que je m'attendais même pas à avoir un jour dans ma vie. En ce moment-là, je l'avais. Surtout les robes, les bijoux, des sacs, des choses que je voyais souvent à la télé. Voilà, donc, je l'avais, donc, du coup, j'étais comme une princesse. Donc, j'étais vraiment très contente. Comment se passe le mariage alors, ce jour-là en lui-même? Non, c'était super bien, vraiment super bien. Tout s'est bien passé, surtout quand je voyais mes parents heureux, la lueur de joie dans leurs yeux. Ma fille s'est mariée par n'importe qui, un homme qui a des moyens. Je suis plus n'importe qui. Voilà, donc plus quand tu te maries, chaque mois, le mari peut envoyer des paquets aux parents, de l'argent et tout. Donc, du coup, le père est fier que sa fille n'est pas un délinquant ou un voyou ou quelqu'un qui est incapable de prendre soin d'elle. Donc il est fier que ma fille m'a écouté, elle a écouté ce que j'ai dit et aujourd'hui elle sera heureuse parce que son mari a suffisamment d'argent pour prendre soin d'elle. Et le fait aussi que je les voyais heureux comme ça, moi aussi ça me rendait heureuse. Donc en fait ce jour-là, on peut dire que tu étais contente. Oui, j'étais contente. Ok. J'étais contente, comme tout enfant qui trouve une fête, il s'amuse. Hein. Je me suis très bien amusée. Donc pour toi, jusqu'à ce moment-là, c'est la fête. Bon, tu es la princesse de la fête, mais j'ai l'impression que tu ne mesures pas encore vraiment, c'est ça? Voilà, je ne mesurais pas vraiment l'ampleur de ce que je m'apprêtais à vivre en fait, de ce que c'était vraiment le soi-disant mariage. D'accord. Je me disais c'était juste ces cadeaux, ces paillettes, tout ce que je voyais là, mais... Bon, on peut dire que tu voyais le njoka. Voilà. On peut dire ça comme ça. Après la cérémonie, alors, comment ça se passe? Après la cérémonie, mes parents, bon, beaucoup plus ma mère, parce que le mariage concerne beaucoup plus les femmes, parce que les hommes, c'est au niveau de la dot et tout. Ma mère et mes cousines et la famille chantent avec éloquence pour m'accompagner chez mon époux. D'accord. Ça se passe. Okay. Hein. Ils m'accompagnent là-bas. Moi aussi, j'étais très contente parce qu'on t'accompagne avec beaucoup de cadeaux, avec la joie, avec la festivité comme toujours. Donc, j'étais toujours dans mon esprit de fête. Et j'arrive chez mon mari. La maison est vraiment splendide. Déjà qu'il avait d'autres femmes. Et je me sens émerveillée. Donc, maman m'amène dans une pièce, dans une chambre. Étant là-bas, elle me déshabille, elle me change, elle me rafraîchit avec ma tante et tout. Il me donne un drap que je dois attacher et que je dois attendre qu'ils sont à l'extérieur.
Bon, moi aussi, je m'assois, j'attends. Ils vont à l'extérieur. Mais quelques minutes après, mon époux entre dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, moi, je suis assise et je le regarde. Ce qui attire mon attention en premier lieu, c'est que quand il entre, il ferme la porte à clé. Il retire la clé sur la porte, il pose sur la commode qui est à côté. Du coup, je n'ai pas toujours conscience de ce qui se passe en fait. Et c'est lorsqu'il commence à se déshabiller que je dis mais qu'est-ce qui se passe? Puisque moi, j'ai jamais vu un homme tout nu de ma vie et je suis un peu choquée. Donc ça me glace un peu. Je me lève du lit, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Et il s'approche vers moi et moi, j'essaie de rentrer en arrière parce que je comprends pas. Il vient, il m'attrape et voilà, moi, ce qui s'est passé, mais c'était vraiment, vraiment choquant, quoi. Donc on peut dire qu'il Ma consomme le première nuit mariage. de noces, pourquoi après, oui, consommation de mariage, tout à fait. Ok. Après ce moment-là. Je vais revenir pendant ce moment-là, surtout parce que c'était horrible. Je hurlais. Et je me rappelle le mot de ma mère qui me disait qu'elle était devant la porte. Je me disais que quand je vais hurler, m'entendre crier, elle viendra m'aider, mais non, ça n'a pas été le cas en fait. Donc ça m'a vraiment choquée. Et après cela, il est sorti avec le drap. Il y avait du sang dessus, montré à l'extérieur. Et j'entendais seulement les gens crier et tout. Et après, ma mère est entrée, m'embrasser, me féliciter avec ma tante. Me dire que c'est bien, ma fille, tu nous as honorés, tu es une bonne femme, machin et tout ça. Et j'étais là, je disais rien, j'avais juste envie de dormir en fait, parce que je venais de vivre un moment un peu très très difficile et je voulais pas parler, je voulais rien, je voulais juste dormir. Voilà, parce que je me suis rendu compte que malgré tous mes cris, elle était là, mais elle n'a pas bougé, elle n'a pas réagi. Et juste après que j'ai pu vivre l'enfer, elle vient et au lieu de compatir à ma douleur, elle est plutôt heureuse et tout ça. Donc c'était très 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 difficile. Très difficile. Je comprends. Donc voilà. Mais après, quand je me suis endormie, parce qu'après on a changé les draps, je me suis reposée. En me réveillant, ma famille n'était plus là. Donc c'était vraiment le début de mon calvaire. Parce que moi je me réveille, c'est où je me rends maintenant compte qu'effectivement je ne vis plus chez mes parents. Je suis dans une nouvelle famille, je suis dans une nouvelle maison qui est la mienne et que désormais je dois rester là, je dois plus aller chez mes parents. Je ne vois plus maman, je ne vois plus papa, je ne vois plus mes sœurs. Je me retrouve avec un homme qui est mon mari, qui a 2 autres femmes et qui ont des enfants même qui sont mes aînés. D'accord. Donc c'est comme si j'étais un des enfants de plus qui venait entrer dans la famille, mais avec un titre différent. Et j'étais vraiment perturbée, mais Dieu merci aussi que ces femmes-là essayaient de me ménager, de me cajoler, de me remettre sur les rails, ça va aller. Elles ont été gentilles avec toi? Oui, tout à fait, elles ont été gentilles. Elles ont été gentilles, surtout la première. Puisqu'elle avait des enfants plus âgés que moi, elle me prenait comme son enfant, mais elles ont été gentilles. Par contre, l'homme, comme on dit souvent, quand tu as un nouveau joyau dans la maison ou un nouveau sac à main, nous les femmes, on a toujours envie de se balader avec. Donc du coup, comme j'étais sa nouvelle femme, j'étais celle qui voulait passer la majeure partie de ses nuits avec. Tu te compares à un sac à main? Donc, parce que quand je ne voulais pas, il me disait, tes parents t'ont vendu, je t'ai acheté. T'as pas le droit T'as pas le droit de te plaindre de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu es ma femme. Donc, je t'ai acheté. Je peux faire de toi tout ce que je veux. Tu n'as qu'à te taire. Donc, je me sentais en fait comme une marchandise. Parce que il ne me traitait pas vraiment. Parce que même si tu sais que tu es un enfant, il y a une façon de prendre un enfant, en fait, une femme même. Même une femme, bien sûr. Doucement et tout. Mais pour lui, parfois, je dors, je suis saute, il est déjà sur mon lit. Je constate seulement quand je ne veux pas, il me tient par force. Parfois, il me frappait même. Il me met la main dans la bouche que je ne dois pas crier et il me fait par force. Donc, c'était pas du tout agréable. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et à chaque fois, répéter, on t'a vendu, je t'ai acheté, tu peux rien faire. Désormais, tu es ma femme et tu dois comprendre ça comme ça.
Et je n'avais aucune issue parce que même pour sortir pour aller faire les cours, j'étais toujours accompagnée par quelqu'un. On amenait soit un moyen de transport, on me mettait dessus avec une personne de la famille pour m'accompagner. Je marchais jamais seule. Donc, on m'accompagnait toujours. Donc, j'avais pas un moyen à moi de souffler. Je pouvais souffler uniquement peut-être quand il va au boulot, là, quand je suis à la maison et que j'essaie de converser avec les autres enfants ou à vouloir m'épanouir même avec eux aussi. Puisque ce sont les gens de ma tranche d'âge et je me sentais quelquefois bien avec eux, malgré que mon statut n'était pas pareil. Mais c'était le seul moment en fait que je pouvais me retrouver. Et parfois, quand mes parents venaient saluer la famille, j'ai essayé une fois de me plaindre. Et ils m'ont pas écouté. Ils m'ont dit, toutes les femmes doivent passer par là, c'est ton devoir aujourd'hui. Tu dois juste vivre dans ton foyer avec ton mari. Donc j'ai compris que j'étais livrée à moi-même. Donc voilà. Ça a duré comme ça combien de temps? Je peux pas vraiment dire combien de temps aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que derrière ça, j'ai eu 2 enfants. D'accord, tu as conçu rapidement? Oui, rapidement, parce que toutes les nuits, tôt ou tard, en plus, il ne protégeait pas. Je suis sa femme, donc ce qui est sûr, c'est que je dois concevoir. Donc j'ai eu mon premier enfant très tôt, peut-être 1 an et demi après mon mariage, donc presque dans mes 15 ans, mon premier enfant, et le deuxième, je l'ai eu après. Et ça ne changeait pas parce que et j'avais pas cette tendresse là que mon père m'apportait. Tout était brusque, je me suis renfermée sur moi-même, j'étais comme dans ma coquille. Il y avait pas cet amour, il y avait pas cette attention là. Il faisait ces choses brusquement, il vient là, même si je fais n'importe quoi, je dois d'abord arrêter ce que je fais pour le satisfaire, et toujours brutalement. Parfois même au quotidien, si je fais une bêtise, il ne me pardonne pas, il me frappe dessus. Donc c'était vraiment pas agréable. Et de temps en temps, quand j'allais faire les courses, il y avait un boucher qui venait souvent nous livrer du poulet à la maison. Donc parfois, j'allais au marché acheter des trucs, de la viande et tout ça, même quand j'étais accompagnée avec quelqu'un de la famille. Et il me portait beaucoup d'attention. Donc je me demandais pourquoi est-ce qu'un inconnu qui n'est pas mon époux me porte beaucoup d'attention que l'homme qui est censé être mon mari. D'accord. Donc j'ai commencé à être curieuse et à m'intéresser à ce qu'il faisait. Donc quand je venais comme ça, il était toujours souriant avec moi et tout. Je me sentais bien que quelqu'un arrive à me regarder différemment qu'une marchandise en fait. Quelqu'un me dit pas je t'ai acheté. Donc les petites attentions que ce monsieur me portait, ça me faisait vraiment plaisir et j'adhérais à ce qu'il disait. Mais seulement j'avais pas la disponibilité de pouvoir aller plus loin. À quel moment alors dans tout ça ta vie bascule réellement, enfin bascule à nouveau, parce que déjà ton mariage est un réel changement? Oui, c'est un réel changement parce que plus le temps passait, plus je me rendais compte que si je restais là, puisque j'étais livrée à moi-même, j'avais pas mes parents pour m'aider, il y avait personne au quotidien pour m'aider puisque j'étais légalement mariée à ce monsieur, j'allais vivre tout ça toute ma vie. Et je ne voulais non plus que mes enfants, quand je voyais aussi mes enfants, je me disais, pour eux, je supporte, mais à un moment, j'en pouvais plus. Et je comprenais que si je continue là, soit je vais craquer, je vais me suicider, soit je risque de faire quelque chose, soit même lui porter atteinte à sa vie à lui aussi. Donc, c'était pas ce que je voulais. Donc, j'ai opté à fuguer. Donc, à un moment, j'ai pensé à fuguer. Et pour mes enfants, j'essayais de rester là, mais à un moment, j'en pouvais plus. Et puisque j'avais pas des moyens vraiment pour partir avec mes enfants, il y avait même pas même la disponibilité pour moi même seule d'abord de pouvoir m'échapper parce que ces femmes-là, c'est vrai qu'elles étaient gentilles, mais elles étaient là pour me surveiller en fait, pour que je ne fuis pas, c'est pourquoi même en allant faire les cours, j'étais toujours accompagnée de peur que je puisse fuir et tout. Mais puisque j'avais déjà des enfants avec lui, il a un peu baissé sa garde. Donc du coup, il y avait des moments où je pouvais sortir tout seul, même aller à la boutique du quartier et revenir simplement. Donc, on me laissait parfois sortir tout seul. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, si je ne pense pas à m'échapper un jour, je vais toujours vivre ce calvaire toute ma vie. Donc, j'ai pensé à fuguer. Et ça a été très, très difficile parce que pour une maman qui adore ses enfants, abandonner ses enfants, c'est pas évident. Mais j'avais pas le choix parce que je disais, je n'abandonne pas mes enfants, je les laisse à leur père. Il a suffisamment de moyens pour s'occuper d'eux. Et moi, je pars, j'ai pas de moyens. Déjà, je sais pas où je vais dormir, je sais pas qui va m'accueillir, je sais pas comment la rue va se passer. Mais il fallait que je me refasse une nouvelle vie.
Donc c'est ça, donc avec les petites économies que je me faisais, j'ai donc pensé à un matin à aller chez le boutiquier d'à côté, j'ai profité de l'occasion, je me suis enfuie. Et tu as laissé tes enfants? J'ai laissé mes enfants chez leur père, effectivement. Donc c'est où j'ai décidé de me refaire une nouvelle vie. Je suis partie, c'était très très dur, mais je faisais quand même les efforts de loin d'avoir quand même toujours de leurs nouvelles. Et comment tu faisais pour avoir de leurs nouvelles? Par le biais de ma mère, par le biais même d'une de mes coépouses. Parce que quand tu pars, le monsieur a décidé de me répudier. Il est reparti voir mes parents. Il a dit, votre fille s'est enfuie du mariage, donc je la considère plus comme ma femme. J'ai décidé de la répudier. Et du coup, ça a créé un gros scandale. Donc la famille s'est bougée et tout. Je ne suis même pas restée dans la même ville et je suis changée totalement de ville. Parce qu'il fallait pas qu'on me retrouve. Parce que mon père, déjà, il était vraiment remonté. Pourquoi elle a pu fuir le foyer et tout ça, sans comprendre vraiment que je souffrais et que depuis, je tirais alerte, il ne répondait pas. Et je me sentais liée, j'en pouvais plus. Et donc, tu as parlé avec ta mère au bout d'un moment et ta mère t'a comprise, c'est ça? Non, elle m'a pas comprise. Puisqu'il y avait ce problème de repudiement et que mon mari m'avait répudié, ma mère, en fait, était reparti voir les enfants parce qu'il menaçait il faisait beaucoup de menaces, mon mari. Donc c'est derrière tous ces problèmes-là, parce que j'avais toujours un moyen de communication. J'appelais ma mère pour lui dire, voilà ce qui s'est passé, vraiment je suis désolée. Elle était pas d'accord. Elle me dit, rentre chez ton mari, c'est une honte que tu nous fais. Et tout ça, je lui dis, je peux pas rentrer, essaie de prendre soin des enfants, j'espère que les enfants vont bien. Donc elle me dit, c'est vrai que les enfants vont bien, mais ils ont besoin de leur propre mère. Comment tu peux laisser tes enfants à tes épouses, c'est pas normal, ce genre de choses. Donc on dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Donc je savais que s'il y avait un problème tellement grave, j'allais être au courant, mais s'il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que tout va bien. D'accord. Donc c'était un peu ça. Tu vois qu'aujourd'hui, tu as un tatouage, donc j'imagine. Oui, aujourd'hui, je suis très épanouie. J'ai refait totalement ma vie. Et voilà, je me suis épanouie. C'est vrai que dans le foyer, à l'époque, là, je pouvais pas faire des tatouages, je pouvais même pas faire des mèches comme ça, parce que normalement, c'est des nattes normales. On met pas ni de greffe, ni de mèches, tout ça. On reste au naturel. Mais même quand tu parles, on sent une femme forte, tu es très affirmée. Oui, parce que cette histoire a vraiment été traumatisante pour moi et j'ai décidé d'étudier à nouveau, de comprendre vraiment ce que c'est que la vie pour pouvoir aider certaines personnes qui peuvent vivre cette situation. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait quelques personnes qui m'ont tendu la main pour m'aider et c'est ça qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et ce tatouage que j'ai même fait, c'est un signe d'enterrer ma douleur. Parce que pour passer à autre chose, c'était pas facile pour moi. Donc ça a une signification très, 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 très forte. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message aujourd'hui, à travers ton témoignage? Ce que je souhaite dire, c'est que déjà, les parents qui forcent les mineurs, je préfère dire ça comme ça, à se marier, c'est très dangereux. Simplement parce qu'ils n'ont pas conscience que le fait qu'ils livrent les enfants à des abus sexuels, déjà, la première grossesse qu'ils portent en étant mineurs peut déjà engendrer un gros problème. Ils peuvent même décéder, même le cours de la grossesse peut faire en sorte que soit la maman ne survit pas, soit elle a des problèmes de santé vraiment très graves. Et que ces parents-là qui ont donné leurs enfants peuvent perdre facilement leurs enfants comme ça. Parce que si ton enfant décède aujourd'hui, cet homme-là va encore aller épouser une autre femme. C'est toi, la famille, qui a donné ton enfant mineur. C'est toi qui perds. Qui perd, voilà. Ils n'ont pas conscience de ça, simplement parce que pour eux, c'est l'argent. Si tu as de l'argent, tout va bien. Pourtant, c'est pas l'argent. L'argent n'achète pas l'être humain. Donc, on doit laisser l'enfant, franchement, grandir, faire son propre choix de ce qu'elle veut et assumer son choix. Voilà. Et vraiment, s'instruire. Parce que c'est aussi très important d'être instruite. Parce qu'une femme, c'est vrai que c'est le mariage, c'est la nourriture et tout ça, mais il y a aussi l'éducation des enfants. Si tu n'es pas instruite, tu ne pourras pas donner une éducation qui pourra valoriser ton enfant au quotidien. On dit souvent que nous sommes bantous, donc ça fait partie aussi de notre culture. Tout à fait, tout à fait. Donc toi, tu es contre cette partie-là, en fait, de notre héritage culturel? Je ne suis pas totalement contre dans le sens où il s'agit du mariage. Le mariage doit être quelque chose de normal. L'enfant doit pouvoir faire son choix. On a laissé l'enfant grandir à être au moins majeur. Parce que quand tu es au moins majeur, tu as conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais par contre, quand tu es enfant, ça c'est la dictature. Il ne s'agit plus de quelque chose de normal. On t'impose quelque chose. C'est comme si on abusait de toi. Parce que tu n'as pas monopole de dire oui ou non de ta volonté.
et ce qui n'est pas bon. Par contre, c'est pas ça le mariage. Donc, pour moi, c'est pas que je contredis la culture, non. Je dis juste que il faudrait qu'on laisse les enfants davantage s'émanciper, arriver au moins à 21 ans. Même si ces hommes-là veulent épouser les enfants, ou bien leurs femmes, qu'ils les laissent au moins grandir, qu'ils les laissent au moins s'instruire, qu'ils les laissent au moins avoir des choix de vie. Parce que je pense que tout le monde est là pour le meilleur et non pour le pire. Bien sûr. Voilà. Et puis même dans le foyer, il faut mettre des mots sur ce que tu as vécu. Tu as été violée. Bon, c'est justement Tu ça. étais jeune, tu étais vierge et tu nous as raconté ton viol le jour de ta nuit de noces. C'est ça. Les coups que tu as subis au quotidien, les viols que tu as subis au quotidien. Le mariage, c'est pas ça. C'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas le matériel, c'est pas de l'argent. On pourra beau avoir tout ce qu'on a dans la maison. Mais si au fond de toi, il n'y a pas de l'amour réel, il n'y a pas vraiment de la considération et de l'attention, ça vaut pas la peine. Et il y a beaucoup de personnes même qui ne sont même pas de ce côté-là, mais qui vivent un calvaire simplement parce qu'elles ne peuvent pas quitter leurs hommes, elles ne peuvent pas s'imposer dans leur foyer parce que le gars a de l'argent, il la traite comme du n'importe quoi et elle ne peut pas s'affirmer, elle ne peut non plus s'exprimer parce qu'elle a peur de perdre cela sans savoir que c'est juste du matériel, c'est rien du tout. Yes. Ta personnalité, ta dignité en tant que femme vaut plus que l'or. Donc tout cet argent ne peut pas acheter ça. Il faudrait que vraiment on arrête de forcer les jeunes à se marier, qu'on arrête, qu'on laisse vraiment les enfants grandir un peu, s'instruire un peu, en fait, qu'ils aient un minimum même d'enfance, parce que même quand on te force à te marier, on bousque ton enfance, tu n'as pas fini de grandir. Bien sûr. Donc c'est ça. Bien sûr. Bah écoute, je crois que ce sera... Tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est vraiment... J'ai tout dit. Merci pour ta sincérité. Tu vois, même ma voix ne sort même plus tellement je suis Aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse. C'est vrai que je peux pas conseiller quelqu'un de vivre ce que j'ai vécu, mais j'espère juste que ça pourra vraiment aider d'autres personnes à avoir conscience de ce qu'ils font. Parce que moi, je dis, ces parents qui font ça, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Parce qu'ils font juste ça pour l'argent, pour la manifestation, mais dans le foyer, ils ne sont plus là. Ils ont déjà fait pour eux, ils sont partis. Que tu fasses bien ou pas, ils sont plus là pour te donner un coup de main, pour t'écouter. Non, ils sont plus là. Par contre, s'il y a même un suivi pendant le foyer, ça peut faire que même l'homme peut penser à bien te traiter, quoi. Et s'il n'y a rien du tout que tu as abandonné à toi-même, tu peux même te suicider. Parce que j'ai même y pensé parfois. Mais pour mes enfants, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, c'est à vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez été édifiés par son histoire, que ça vous aura permis aussi d'avoir un autre point de vue et peut-être changer le vôtre, peut-être aussi challenger vos idées. Quoi qu'il en soit, on est toujours là pour échanger et puis pour se nourrir des expériences les uns des autres. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. C'est une autre amie à nous qui aperçoit ma meilleure amie avec mon père en train de prendre un verre. Elle lui dit, il me drague. Mais bon, j'ai juste pris un verre. On ne sort pas avec le père d'une amie, quand même pas. Ok. Le Congo, ça des femmes. Directement au téléphone, elle me rapporte tout. Elle dit non, ils sortent ensemble parce que je connais bien mon père et je connais bien mon ami. Je sais que mon père aime les belles femmes et je sais que ma copine ne blague pas avec un monsieur qui a l'argent.